Ok, non, on s'en va. Vas-y. Ok. Bon, aujourd'hui, nous allons entamer le module 7 de la formation AZ104 concernant le stockage sur Azure. Donc, comment l'administrer. Donc, nous allons aborder les thèmes comme le- les différents types de stockage, le stockage blob, stockage Azure, la sécurité au niveau du stockage, comment réellement le stockage sur Azure fonctionne. Ici, au niveau d'Azure, quand on parle de stockage, il ne faut pas voir directement tout ce qui est, on va dire, disque dur de type SSD, HDD ou baie de stockage. Ça va un peu plus au-delà de ça. Au niveau d'Azure, c'est plutôt comment les données seront présentes bon, au niveau même d'Azure, comment les données seront présentes, comment les données seront dupliquées, répliquées en fonction des régions, en fonction des centres de données que nous avons choisis, ou bien de l'emplacement de nos ressources. Voilà. Donc, par exemple, si nous avons une région, bon, nous souhaitons envoyer des données sur une région, des données d'une région à une autre, pardon. Comment réellement ça va se passer? Comment les données seront récupérées d'un data center à un autre sans qu'il y ait de dommages? C'est ce que nous allons voir dans ce module. Donc, comment configurer les comptes de stockage? Donc, au niveau des comptes de stockage, il faut dire que le stockage déjà offre, le stockage sur Azure offre une haute disponibilité au niveau des ressources. Donc, nous avons plusieurs types de stockage. Il y a le stockage en blob ou conteneur Azure. Je pense que c'est ce que nous allons beaucoup utiliser. Lui et le stockage de fichiers. Donc, ce sont ces stockages qui seront le plus utilisés au niveau même d'Azure. Le stockage de blob, on va dire, c'est comme c'est un magasin de données qui peut être évolutif. Donc, dans ce type de stockage, on peut stocker tout type de données. Donc, que ce soit les images, que ce soit les métadonnées, que ce soit le son, des données binaires. En fait, peu importe le type de données, lui, il englobe tout. Voilà, ça, c'est un type de stockage propre à Azure qui n'existe nulle part ailleurs. Nous avons également le stockage de tables, donc, ou bien stockage table Azure. Ici, c'est un type de stockage qui est plus utilisé au niveau des services. Il stocke les données structurées et non relationnelles. Donc, généralement, on-prem, euh, il est, il est plus semblable au système de NoSQL. Donc, lui, c'est plus des données qui sont pas euh, relationnelles. Donc, ce ne sont pas les SGBDR comme SQL Server, MySQL, ou MariaDB, non. Donc, lui, il est plus orienté données non structurelles, de données un peu comme les big data, euh, également appelées NoSQL. Nous avons ici les files d'attente Azure. Donc, à ce niveau,
Il est plus utilisé au niveau de la messagerie. Donc si on veut configurer des services, voilà pourquoi je dis que ces types de stockage ne sont pas forcément très utilisés parce qu'ils sont utilisés très souvent pour des services spécifiques ou des applications spécifiques. Donc, lorsque nous voulons configurer un système de messagerie, si on veut gérer les files d'attente au niveau des queues et autres, c'est dans ce cas-là qu'on utilise ce type de stockage. Mais le compte de stockage en lui-même, en termes de euh, définition, euh, enfin, il permet de retenir, qu'il permet de stocker toutes sortes de données, toutes sortes de données. Donc, en fonction des différents types de stockage ou bien des données que vous aurez à créer, traiter, en fonction des différentes données que vous voudrez stocker plutôt, voilà, vous saurez quel type de compte de stockage créer. Donc, comme on le voit sur l'image, là, c'est un arbre qui permet de voir les différentes données qu'on peut insérer dans chaque type de compte de stockage. Donc, comme je l'ai dit, au niveau du blog, on peut mettre tout ce qui est données, images, documents, vidéos. euh, Maintenant, au niveau des tables, euh, c'est un peu comme les bases de données normales. Donc, ce sont des données qu'on met, des données non structurées, NoSQL. Les files d'attente, donc ça, c'est plus utilisé au niveau des systèmes de messagerie et des applications de B2B ou des applications de type conversationnel. Et puis les stockages de fichiers. Ah ouais, je crois que je n'ai pas parlé de ça. Le stockage de fichiers, par contre, le stockage de fichiers, lui, gère en fait tous les types de fichiers qui sont plus orientés déploiement, euh, déploiement en vrai. Donc, si on veut utiliser le partage de fichiers, on va utiliser le compte de stockage Azure File. Donc, fichier Azure. Si vous voulez également faire un peu comme les on-prem, les serveurs de fichiers, c'est un compte Azure File que vous allez utiliser. Donc ici, on peut voir les différents types de comptes de stockage en fonction de leur usage recommandé. Et donc, on a le compte de stockage général standard V2. Lui, en fait, il est recommandé. Bon, généralement, c'est le compte standard, hein. C'est le compte standard. Il est utilisé le plus souvent pour gérer les comptes de stockage de type blob, partage de fichiers, euh, file d'attente, table. Étant, les comptes de stockage objet blob de type premium, ils sont recommandés pour les applications en fait, qui ont un taux de transaction élevé. Donc, les applications qui vont nécessiter un accès régulier ou fréquent aux données, c'est dans ce cas de figure qu'on utilise les objets blocs de blocs premium. Donc, si vous utilisez aussi ces objets euh, ont des applications qui ont besoin
d'un accès aux données avec une faible latence, vous pouvez utiliser aussi ce type de compte de stockage. Ensuite, nous avons le partage de fichiers premium. Le partage de fichiers premium, lui, il est utilisé uniquement pour le partage de fichiers. Donc, pour les applications d'entreprise ou les fichiers, ou même les applications qui nécessitent l'accès à un partage de fichiers avec d'autres applications. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup utilisé lorsqu'on veut faire, euh, on veut l'utiliser comme un serveur de fichiers, comme, afin de partager des fichiers assez volumineux. Donc, c'est ce type de compte de stockage que vous allez utiliser. Ensuite, nous avons les objets blocs de page premium. Les objets blocs de page premium, eux également, ce compte de stockage là, c'est un compte de stockage de haute performance premium. Les objets blocs de page sont stockés dans une structure vraiment épaisse qui offre une haute performance à ce niveau-là. Au niveau de l'accès aux données, également au niveau de la sécurité et du chiffrement. Donc, il faut noter que tous les types de stockage que vous voyez sont stockés à l'aide d'un service spécial qu'on appelle Storage Service Encryption, bon, que nous verrons plus tard dans la suite de ce cours. Et donc, quand je disais en introduction que dans ce cours, nous allons voir aussi comment les données sont répliquées entre les régions et la stratégie de réplication à appliquer euh, en fonction on va dire de la politique d'entreprise, de la stratégie, de comment nous souhaitons protéger nos données. Donc, l'objectif de la réplication ou de la stratégie de réplication, c'est de garantir la durabilité et la haute disponibilité même des ressources et des données, on va dire partout en cas de panne. Donc, Azure, dans, dans sa politique euh, de, dans sa politique de conservation des données, de réplication, va opter pour différents types de stratégies. Donc, il y a déjà la stratégie de réplication LRS. Ouais. Donc, dans ce type de stockage, en fait, Azure va répliquer les données 3 fois au sein même d'un même centre de données. Bon, c'est-à-dire que une copie dans un data center, une autre copie dans un deuxième et une autre copie dans le troisième data center. Donc, euh, ce type de réplication LRS vous assure au moins une durabilité d'au moins euh, 99,99% hein, des objets de vos ressources sur une année. Donc, cette offre de réplication est l'offre la plus moins chère. Voilà, la plus moins chère n'est pas forcément la plus efficace, mais c'est la plus moins chère qui vous permet aussi de pouvoir faire des copies de vos données dans différents data centers, mais dans une même région. Ensuite, nous avons le ZRS.
Donc, au niveau de ce stockage, lui, on va dire, c'est un stockage un peu plus redondant, interzone. Donc, c'est tel que présenté, c'est du LRS répliqué dans une deuxième région, en vrai. Donc, la réplication se fait avec un lien asynchrone, donc entre les deux régions, qui réplique les données sur trois clusters de stockage dans une seule région. Donc, chaque cluster de stockage est physiquement séparé des autres et se trouve dans sa propre zone de disponibilité. Ce qui veut dire que les données, les données d'une même zone sont répliquées, on va dire, au niveau des trois zones, mais dans une autre région. Donc, en fait, vous avez trois réplicas, trois zones, mais dans une même région. Donc, ce type de réplication vous permet de protéger vos données. Il permet aussi de limiter les défaillances. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une défaillance au niveau d'un data center, vous pourrez toujours avoir accès aux données ou sinon au réplica d'une autre zone. Ensuite, nous avons euh, la stratégie GRS. Bon, au niveau du GRS aussi, c'est un type de stockage ou bien de réplication géo-redondant. Géo-redondant, lui, il est conçu également pour pouvoir maintenir vos données sur une longue durée, interrégion. Donc, vous avez une région principale, hein, où, bon, pour être plus précis, le GRS, c'est la combinaison du LRS et du GRS, en vrai. Donc, les données d'une région sont répliquées dans une autre région. Mais ces données dans une région sont en fait établies, si vous voulez, dans trois zones. Et toutes ces données qui sont dans ces trois zones appartenant à une région sont répliquées dans une autre région, mais la communication, c'est-à-dire la réplication, se fait de manière asynchrone. Donc, si vous avez cette solution est très efficace. Donc, si vous avez une panne dans une région qui affecte également tous les data centers de votre région principale, vous pourrez toujours avoir accès à vos données via les réplicas dans la région secondaire. Ensuite, nous avons le GZRS. Donc, le GZRS, lui, c'est la combinaison du LRS plus le ZRS. Donc, si vous voulez, je remets rapidement. Donc, je disais que c'est la combinaison du LRS plus le ZRS. Donc, ici, lui, il est pareil, hein. Il est Dominique, pareil. Oui. Dominique, est-ce que quand les définitions des LRS, ZRS, GRS et ZRS, tu peux donner les définitions en fait au fur et à mesure pour qu'on puisse, voilà. Oh, ok. Qu'est-ce que signifie la LRS, la ZRS, tout ça là. Voilà. C'est juste la Bon, en fait, définition. la LRS,
Le stockage local redondant. Le stockage local redondant. La ZRS, c'est le stockage redondant interzone. Et le GRS, lui, c'est le stockage géoredondant. Donc, le GRS, comme je l'ai dit, lui, il offre, bon, il est pareil que le ZRS, sauf que lui, il offre un accès en lecture, hein, sur le réplica LRS. Donc, en option, vous pouvez l'activer euh, avec l'accès en lecture aux données de la région secondaire, hein, avec un stockage redondant en RAGRS. Donc, si vos applications doivent lire des données en cas de sinistre d'une région principale, c'est ce type de stockage qui est recommandé. Donc, une fois que le compte de stockage est créé, alors euh, pour l'accès à au compte de stockage, vous pouvez utiliser ces URL que vous voyez. Donc, l'URL ne change pas en vrai. Si vous remarquez, c'est toujours dans le style https:/nom de stock. Non, mon compte de stockage .blog.core.windows.net. Donc, c'est juste le type de stockage. Donc, vous avez le nom du stockage, pardon, de votre compte de stockage, le type de stockage, .core.windows.net. Donc, si vous êtes dans le cas d'un conteneur ou d'un compte blob, donc ce sera mon https, mon compte de stockage, .blob.core.windows.net. Pareil pour la table, c'est pareil également pour les chiffres d'attente. Donc, mais sinon, vous souhaitez renommer ou personnaliser de sorte que euh, il utilise directement votre nom de domaine au lieu que ça soit celui de Microsoft, hein. Vous devez personnaliser en inscrivant votre nom de domaine comme nom de domaine principal. Sinon, par défaut, c'est celui de Microsoft qui est donné. Et avec ça, vous pouvez faire vos configurations, vous pouvez accéder à vos ressources sans problème. Donc, le stockage Azure fournit un modèle de sécurité en couche. Donc, ce modèle vous permet de contrôler le niveau d'accès à vos comptes de stockage selon les exigences de votre entreprise, de votre environnement, ou même de l'environnement d'entreprise, ou même de l'application. Donc, besoin de ce que vous aurez défini. Euh, donc, le point de terminaison. Allô, j'ai pas compris. Donc, les points de terminaison de stockage, en fait, permettent de sécuriser un compte de stockage en mettant en place des règles au niveau du réseau. Donc, par exemple, si vous souhaitez que vos données créées dans un compte de stockage ne soient pas accessibles à partir d'un tel réseau,
Donc, c'est avec ces points de, de terminaison au niveau de la sécurité que vous pourriez faire ça. Donc, prenons un cas où vous voulez sécuriser votre compte de stockage. Donc, vous devez commencer par configurer une règle pour refuser, pour refuser le trafic, pour refuser le trafic, ou bien, non, sinon l'accès du trafic de tous les réseaux, y compris ceux d'Internet. Donc, sur ce point de terminaison, puisqu'il s'agit d'Internet, donc il va s'agir d'un point de terminaison public. Donc, sur ce point de terminaison, que vous allez appliquer cette règle. Ensuite, vous devez auto-configurer des règles qui autorisent le trafic, non, qui autorisent l'accès au trafic provenant des réseaux virtuels spécifiques. Donc, vu que vous voulez protéger l'accès à vos comptes de stockage, donc par défaut, vous ne voulez pas que euh, ce compte de stockage soit accessible par Internet. Donc, vous devez configurer une règle de sorte que le point de terminaison public puisse restreindre l'accès via Internet. Et vous devez configurer encore une autre règle qui vous permettra de spécifier les types de réseaux virtuels que vous voulez, euh, qui auront accès plutôt à à ce compte de stockage. Donc, c'est dans ce cas-là qu'il faut utiliser la sécurité au niveau des points de terminaison de stockage. Donc, vous pouvez aussi combiner des règles de pare-feu qui autorisent l'accès à partir des réseaux virtuels spécifiques et des plages d'adresses IP publiques sur le même compte de stockage. Donc, c'est ce que je dis. Vous pouvez aussi appliquer des règles de pare-feu de stockage au compte de stockage existant lorsque vous créez d'autres comptes de stockage. Donc, pendant que vous créez un compte de stockage, vous pouvez appliquer les mêmes règles. Qui existait. Allô? 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 Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Donc, dans les livres de lab où on va vous demander de créer un compte de stockage paramétré. Donc là, on arrive maintenant à la configuration du stockage blob. Donc, le blob, le stockage blob, comme je l'ai dit, il fonctionne comme un conteneur dans lequel on va stocker n'importe quel type de données à l'intérieur, hein, à l'intérieur de ce compte. Et on crée en fait plusieurs conteneurs en fonction de nos besoins. Comme on le voit sur l'image, un conteneur image, un conteneur film. Et à l'intérieur de ce conteneur, nous allons rajouter maintenant nos objets blob. Donc, vous devez comprendre que quand on parle de compte de stockage, blob, il y a le compte auquel on donne un nom. Ensuite, on a le conteneur en lui-même. Dans le conteneur, si vous voulez, c'est comme des dossiers dans lesquels on va mettre maintenant les objets blob. Donc, on peut créer tout type de conteneur et comme on le veut. En plus, c'est illimité. Donc, généralement, euh, le blob, vous allez utiliser le compte de stockage blob
pour la mise à disposition d'images ou de documents directement, soit dans le navigateur ou pour, pour des ressources particulières, ou audio, euh, pour le stockage de données, pour les sauvegardes, les restaurations, les récupérations d'urgence, l'archivage, également euh, pour l'analyse des données par, on va dire, peut-être pour un service spécifique. C'est pour ça, c'est dans ce cas que vous allez utiliser le stockage blob. Donc, ce qu'il faut éviter lorsqu'on crée les objets blob, c'est les noms qui se terminent peut-être par un point où il y a des caractères spéciaux ou des combinaisons de plusieurs caractères. Enfin, ces éléments sont à proscrire au niveau du nom, au niveau de la création. Donc, quand on crée le conteneur blob, bon, ça c'est très simple. Euh, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le stockage blob Azure euh, utilise une ressource de conteneur pour regrouper l'ensemble de vos éléments blob. Donc, c'est que les caractéristiques, mais les informations que vous devez savoir sur les conteneurs et les objets blob, c'est que tous les objets blob doivent être configurés dans le même conteneur, dans un seul conteneur. Donc, un conteneur peut stocker de manière illimitée le nombre d'objets blob. Un conteneur de stockage peut contenir un nombre illimité euh, de conteneurs. Vous pouvez créer directement les conteneurs à partir du portail Azure et aussi charger vos objets blob. Donc, si vous avez des objets directement, on va dire on-prem, vous pouvez les charger directement dans votre conteneur directement au niveau d'Azure. OK. Et aussi au niveau d'accès, vous pouvez aussi filtrer le niveau d'accès à votre conteneur. Précédemment, précédemment, on parlait peut-être de la sécurité au niveau des points de terminaison, mais au niveau même de la création du conteneur, vous pouvez limiter l'accès, donc soit au niveau un accès public, un niveau ou bien un accès anonyme, un accès en lecture simple. Donc, l'accès privé ou anonyme, en fait, lui, il interdit en fait l'accès à n'importe qui au conteneur blob. À part le créateur. Oui, ok, à part le créateur. Aussi, au niveau de l'accès au objet blob, lui, en fait, il autorise un accès en lecture seul au public. Et au niveau du conteneur, lui, il autorise l'accès public anonyme, donc euh, permettant de lire et de répertorier l'ensemble du conteneur. En fait, lui, c'est juste la lecture. Et puis, bon, si vous voulez afficher la liste des conteneurs ou bien des objets qui sont dans le conteneur.
Donc, le niveau d'accès au niveau d'accès blob, sinon le niveau d'accès au compte de stockage, ici, lui, il définit plutôt la fréquence d'utilisation ou d'utilisation des objets ou bien du compte de stockage. Donc, il y a différents niveaux qui vont du show à l'archive. Donc, le show, au niveau du show, en fait, il s'agit là des données qui sont consultées euh, très régulièrement par les utilisateurs ou euh, par un accès aux applications. Donc, lorsque vous créez déjà un, un compte de stockage blog, vous créez des conteneurs, vous pouvez définir le niveau d'accès en fonction du fait que la ressource sera beaucoup utilisée, beaucoup consultée. Donc, vous pouvez le mettre au niveau chaud. En fait, en le mettant à ce niveau, ça va permettre un accès plus facile au nombre d'utilisateurs qui voudront à tout moment consulter ces ressources. Mais il faut dire que lorsque c'est une ressource au niveau chaud, il y a aussi la facturation qui va s'appliquer derrière. Après, on a euh, le niveau sporadique. Bon, ça, on va dire c'est le niveau intermédiaire. C'est, il s'agit là d'un niveau d'accès où les données sont pas très, très souvent consultées. Donc, pendant, elles sont consultées, modifiées, stockées pendant au moins euh, 30 jours. Donc, un cas d'utilisation de ce niveau-là, Allô? 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 Allô, moi je suis là, hein. C'est Général- Dominique qu'on n'entend pas. Ah, Dominique, on dirait qu'il a eu un problème. De Ok, donc, connexion sûrement. l'explication que je voulais ajouter, en attendant qu'il revienne, c'est que quand on parle de compte de stockage pour ce module, retenez que c'est pas différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, hein. Par exemple, quand tu as une baie, par exemple, de stockage, tu as un serveur où il y a des disques durs dessus. Voilà, c'est la même philosophie. Et là-bas, ils ont essayé de donner de nouveaux noms et puis appliquer certaines nouvelles technologies. Donc, par exemple, le compte de stockage ne peut subsister que sur des équipements de stockage. Donc, ne pensez pas qu'on crée le compte de stockage comme ça dans un vide. Non. Je vous ai dit au départ que Azure, c'est un ensemble de data centers. Donc, un data center, il y a des serveurs, il y a des baies de stockage, il y a des équipements réseau. Donc, quand on aborde, je peux dire, un module tel que le compte de stockage, dites-vous que automatiquement, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est relié, hein, soit à du stockage des disques durs, en réalité à des baies de stockage. Donc, quand on va créer un blob, on va créer, par exemple, un compte de stockage en file, on va créer un compte de stockage en queue, tout ça, c'est Bonjour. rattaché directement à des baies de stockage. Et Bonjour.
Allô? Dominique? Ça ressemble à la fin d'une vidéo YouTube. Dominique? Travaille sur quelque chose de spécifique, comme une chaîne ou un projet de contenu Allô? en ligne. Oui. Ah, Donc, désolé. voilà, C'est- donc j'étais en train de donner une explication. Donc, par exemple, tout à l'heure, il a parlé des Tu es 4 porté niveaux. comme un expert en formation en Azure. Tu dis? Tu dis quoi? Ah, je crois que le Quel téléphone. aspect de la formation à voudrais-tu aborder aujourd'hui? Le stockage sur Azure. Le stockage sur Azure. Tu es en train de faire chat GPT. OK. Les Donc, stockages sur Azure sont un élément clé des services cloud. Jean-Martial, Plusieurs types de stockage. Martial, faut couper, Le bloc coupe le son. storage est utilisé pour stocker de grandes quantités de données non structurées, comme des fichiers et des images. Ensuite, il y a le file storage. OK. Donc, j'étais en train d'expliquer que, par exemple, les 4 niveaux là, hein, à froid, sporadique, à chaud et puis archive. Ce modèle de fonctionnement-là a été copié sur le fonctionnement des baies de stockage de haut niveau. Hein, je viens des baies de stockage intelligentes. Il fut un moment, à partir des années 2010, 2012, les constructeurs comme HP, IBM, Dell, EMC, NetApp ont introduit des équipements, hein, des baies de stockage qui avaient une intelligence en interne qui leur permettait de gérer ces niveaux-là d'accès des données. Parce que, dites-vous que sur une grande baie de stockage, tous les disques durs ne sont pas de même type. Donc, on a des disques durs SSD. Même parmi les SSD, on te parlera de SSD standard, flash SSD, ultra SSD. Ensuite, il y a les disques SAS, tu as les disques SATA. Il y en a qu'on appelle NL, les Nearline. Et puis, il y a des types de disques spécifiques que chaque constructeur pouvait fabriquer. Donc, ces disques-là varient non seulement au niveau de leur, je peux dire, caractéristique, efficacité. Donc, le SSD n'aura pas la même efficacité que le SAS, qui n'aura pas la même efficacité que le SATA, qui n'aura pas la même efficacité que le NL. Donc, en fonction du type d'utilisation que tu fais de tes données, l'intelligence de la baie va reclasser tes données ou bien repositionner tes données, hein, sur un tel type de disque dur. Donc, par exemple, les données les plus consommées, les plus utilisées, vont être déplacées sur les SSD. Les données qu'on utilise de temps en temps vont être envoyées sur, hein, les SAS. Et de même, les données qu'on utilise rarement vont être envoyées par exemple sur des SATA. Et ceux qu'on consulte au moins une fois tous les 2 ans vont être envoyés par exemple sur les NL. Donc, c'était un fonctionnement des baies de stockage et que Microsoft a transcrit ou bien copié pour envoyer dans Azure. Donc, en réalité, derrière, par exemple, le niveau chaud, ce sont des 18 SSD qui sont là-bas. Derrière le niveau sporadique, tu peux trouver, par exemple, le SSD standard ou bien le SAS. Derrière le niveau froid, tu peux avoir des disques SATA ou NL, ainsi que le niveau archive. Donc, c'est ce que je voulais que vous compreniez en fait. Donc, en réalité, tout ce qu'on voit, Azure nous offre une interface. Voilà. Une interface en tant que telle, hein, comme l'interface pour ceux qui font le développement. C'est-à-dire que c'est un environnement qui nous permet d'interagir avec un autre environnement. Donc, en réalité, Azure, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tout l'équipement physique qui est là, avec les technologies des constructeurs. Maintenant, Azure, pour nous faciliter la tâche, va nous offrir une interface par le web, hein, comme le portail, ou bien CLI, le PowerShell, ou bien le Cloud Shell. Donc, tout ça, ce sont des interfaces qui nous permettent de pouvoir interagir avec les équipements en réalité qui existent dans les data centers. Sinon, vraiment,
mettez-vous à l'esprit que ce sont des technologies des constructeurs sur lesquels Microsoft se base pour développer tout ça. Voilà, c'est l'explication que je voulais ajouter. Merci. Dominique, tu peux continuer. Allô? Dominique? Oui, 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 Voilà, oui, oui. tu peux continuer. Je crois que c'est la connexion qui déconne. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Et donc, après le niveau d'accès aux données, euh, il y a, il y a le cycle de vie des données blogs. Donc, comment gérer vos données, à quel moment il faut les supprimer, à quel moment il faut les déplacer vers un niveau d'accès particulier. Donc, tout ça, c'est une stratégie à mettre en place. Voilà pourquoi il existe des règles de gestion de cycle de vie de vos données. Donc, au fur et à mesure que vous créez des données et vous les stockez, on va dire prendre de l'âge, l'accès à ces données peut se réduire considérablement. Voilà pourquoi on parle d'un niveau d'accès. D'autres même, au départ, sont un peu consultées. Au fil du temps, elles ne sont plus consultées. D'autres, au bout de quelques mois, ou oui, au bout de quelques mois ou jours, rentrent en archive. Après, elles sont supprimées même automatiquement. Donc, comment traiter la vie ou bien le cycle de vie de vos données afin que vous ne dépensiez moins? Si vous observez, par exemple, que euh, dès le départ, vous avez donné un accès au niveau chaud à certaines données et que vous remarquez que au bout de quelques mois, ces données ne sont plus vraiment sollicitées, vous pouvez établir des règles pour pouvoir les changer de niveau d'accès. Également, si vous trouvez que des données sont moins sollicitées à une certaine période du mois ou de la semaine, vous pouvez configurer, c'est-à-dire mettre des règles qui vont permettre également de les changer de niveau d'accès. Donc, si vous savez que à partir de vendredi, l'activité peut-être sur vos données, si certaines données ne sont plus élevées, vous pouvez mettre une règle pour dire que à cette période, mettez ces données-là dans, dans un niveau d'accès froid. Voilà. Et à partir de telle date, vous mettez dans un niveau d'accès chaud. Ça aussi, ça vous permet de réduire vos dépenses à ce niveau. Donc, au niveau de la règle, elle se comporte, elle se comporte comme des conditions euh, algorithmiques, ceux qui ont fait un peu de développement et autres. Donc, c'est le if and then. Donc, si vous voyez en haut, si et alors. Donc, le si, il va vous permettre de définir la clause d'évaluation de la règle de stratégie. Donc, lorsque if est évalué en tant que vrai, donc si la condition est vraie, la clause then, donc alors, est exécutée. Donc, le if, il est là pour définir la période à appliquer aux données d'objet blob. Donc, il va vous permettre de gérer le cycle de vie de vos données, euh, gérer le niveau d'accès en fonction d'une heure ou d'une période spécifiée. Et le then, donc alors c'est l'exécution. Donc, en fait, cette condition-là, ou bien cette clause, vous permet de gérer l'action de la règle que vous avez mis dans le si. Donc, lorsque le if est vrai,
j'ai dit, le done va s'exécuter. Donc, il va vous permettre de déplacer vos données euh, vers un niveau sporadique, vers un niveau froid, vers un niveau également archive, ou même de supprimer les données. Donc, lors de la création d'un compte de stockage, la stratégie de réplication va s'appliquer également aux objets blob, vu qu'ils sont présents dans ce compte de stockage. Donc, la réplication d'objets va copier en fait de manière asynchrone, comme vous voyez sur le schéma, de manière asynchrone des objets blob, des blocs entre un compte de stockage source et un compte de stockage de destination. Donc, réellement, voilà ce qui va se passer au niveau de la réplication des objets blogs. Mais bien sûr, cela est fonction de votre stratégie de réplication que vous avez définie depuis le début. Donc, si vous êtes dans un système de réplication interrégion, c'est c'est ce type de réplication qui va forcément s'appliquer et vous pouvez l'appliquer, bien sûr, aux éléments, oui, aux éléments blob qui sont présents dans vos conteneurs aussi. Ces conteneurs sont présents dans votre compte de stockage blob. Donc, réellement, la réplication, comment elle fonctionne, en fait, elle va copier de façon asynchrone les objets blob dans un conteneur selon les règles que vous allez configurer. Voilà. Donc, tout le contenu des objets blob, toutes les versions associées euh, à ces objets, ainsi que les données, les propriétés, tout sont copiés du conteneur source vers le conteneur de destination. Donc, vous aurez aussi un lab au niveau de la configuration des stockages blob. Vous allez configurer le conteneur, les objets blob dans un conteneur. Alors, je voulais donner un exemple de l'utilisation du blob. Peut-être que moi, je sais que tout ce qu'on voit là, essayer de ramener ça dans la vie actuelle ou bien dans la réalité au quotidien. Donc, quand Dominique donnait la définition, il disait que le stockage blob, la première ligne disait, permet un accès aléatoire. Et puis bon, comme ils n'ont pas dit de stocker tout type d'objet, ils ont dit des données non structurées. Donc, en réalité, le blob peut stocker tout type d'objet et permet un accès aléatoire everywhere, every time. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est comme par exemple, je prends, ils ont donné l'exemple d'images, de fichiers, vidéos, tout ça. Et l'exemple le plus concret, sinon le plus parfait, c'est Netflix. Je donne tout cet exemple-là. Ne pensez pas que Netflix fonctionne comme RTI ou quand RTI veut projeter des films, on paye, RTI va payer, hein, par exemple, la séquence à combien de mille pour diffuser. Non. Netflix paye seulement le droit pour un seul, si vous voulez, une seule lecture. C'est ce qui rend Netflix riche en fait. Maintenant, comme derrière l'industrie de Netflix, c'est la technologie blob qui permet un accès multiple. Tout à l'heure, Dominique a dit, dans un conteneur, vous pouvez créer
un nombre illimité d'autres conteneurs, vous pouvez ajouter un nombre illimité d'objets blob. Et ça permet un accès aléatoire. Donc, Netflix crée un seul conteneur, il dépose le film dedans et il crée ses abonnements. Donc, même s'il y a 20 millions de personnes à travers le monde entier, les 20 millions vont se connecter au même objet blob. Et comme l'accès aléatoire, la lecture aléatoire est autorisée grâce au blob, donc pendant que moi, je suis à Abidjan, il est 8 heures, je vais regarder par exemple, quel est le film le plus regardé là? Comment on appelle ça? Je ne sais même plus même. La guerre des étoiles, là, c'est ça, non? Star Wars, voilà. Donc, moi, je commence le film à 8 heures. Le 8 heures ici correspond à une certaine heure aux États-Unis, correspond à une autre heure en Chine, correspond à une autre heure en Australie. Et le même film, moi, je suis à la 2e seconde, il y a un qui est au milieu, il y a l'autre qui est à 10e minute, mais c'est le même film qui est en train de s'exécuter grâce au blob. Donc, vous voyez à quel point Netflix a minimisé ses coûts. Et pour un seul film qui paye, il peut rentabiliser à des milliards. Là, je ne parlais même pas de millions, à des milliards. Et il y a eu un moment même où quand tu as un compte Netflix, tu as la possibilité de l'exécuter, je crois, sur 5 ou bien 10 périphériques différents en même temps. Tout ça, c'est grâce au blob. Voilà. Donc, c'est un exemple pratique que je voulais vous donner. Pour dire qu'en allant dans Azure, même quand on va voir la création des VM, par défaut, le stockage des VM sera en blob. Ok, Dominique, tu peux continuer. D'accord. Donc, nous allons maintenant entamer la partie de la configuration de la sécurité du stockage. Donc, ici, nous allons voir les éléments qui vont nous permettre d'établir une stratégie de sécurité au niveau du stockage et afin aussi de mieux sécuriser nos données. Donc, parmi ces les éléments que nous allons voir, il y a le storage encryption, storage service encryption. Nous avons aussi, lui, il permet de crypter le contenu de vos données dans le point de stockage. Nous avons aussi Airbag. Airbag, je pense qu'on l'a déjà vu. Donc, lui permet de donner un accès basé sur le rôle. Nous avons aussi le chiffrement côté client HTTPS, SMB3 pour les données. Donc, ici, c'est le protocole. Bon, on sait que sur Azure, l'accès aux ressources est plus en HTTPS, donc c'est web. Et ici aussi, SMB3, ça c'est pour le partage. Donc, nous avons aussi Azure Disk Encryption, donc, pour le cryptage des disques. Nous avons aussi les signatures d'accès partagées ou accès aussi délégué. Le thème que vous allez peut-être beaucoup rencontrer aussi au niveau de signature d'accès partagé, c'est le SS, qui veut dire la même chose, sauf que c'est en anglais, mais c'est le thème qui est beaucoup plus utilisé. Donc, lui, il va permettre, bon, on va le voir tout à l'heure, hein. On le voit tout à l'heure. Il y a aussi les clés partagées au niveau des chaînes de signature, aussi l'accès anonyme aux conteneurs et blogs. Donc, tous ces éléments vont nous permettre d'assurer la sécurité du conteneur. Donc, nous abordons maintenant le point sur les signatures d'accès partagées. Donc, il faut dire que c'est une technologie qui permet de donner accès à des ressources, à des personnes dans une clé. Donc, dans cette clé, c'est une clé de chiffrement. Donc, dans cette clé, se retrouvera les informations concernant
l'autorisation, hein, l'autorisation d'accès. Nous avons ici, dans cette clé, il y a également les informations concernant la période d'accès. Donc, que vous pouvez même voir ici au niveau sur l'interface. Donc, la période d'accès, donc date de début, date de fin ou date d'expiration. Vous pouvez même retrouver, bon, si ça a été spécifié, l'adresse IP autorisée à se connecter, le protocole, voilà, et bien d'autres informations. Donc, en utilisant cette clé, vous pouvez déléguer l'accès à vos ressources. Donc, vous pouvez donner accès à des ressources. Vous pouvez donner accès à des clients, à certaines ressources de votre stockage. Donc, pour ce faire, pour ne pas qu'ils puissent avoir accès à tout et n'importe quoi, vous pouvez juste définir l'autorisation lecture uniquement. Vous pouvez donner une période bien spécifique. Aussi, cibler l'adresse IP qui sera autorisée, comme je l'ai dit. Donc, comme on le voit sur cette interface, elle nous montre comment créer en fait une clé, une signature d'accès partagée. Donc, si on voudrait que l'utilisateur ou la personne qui aura, qui aura ce lien puisse se connecter directement via une clé, on sélectionne clé de compte. Si on veut déléguer plutôt un accès à un utilisateur, faire délégation on clique sur délégation d'utilisateur. On sélectionne l'autorisation, l'autorisation qui peut changer, ça c'est très important, en fonction de l'accès que vous voulez donner à cette personne. Vous définissez aussi la période de début et la période de fin. Il est très important à ce niveau de bien choisir, ça fait partie aussi des bonnes pratiques, de bien définir en fait la date de début et la date de signature. Voilà. Donc, il peut arriver qu'il y ait des échecs à ce niveau si la période a été très mal définie. Par exemple, des gens qui sont pas sur le même fuseau horaire que vous, voilà. Et aussi, vous donnez aussi un accès qui est très court. Parce Ah, le Dominique doit avoir un problème de réseau, ouais, je pense. Allô, vous êtes là? Oui, 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 nous sommes là. OK. Bon, donc ici, en anglais, c'est Shared Access Signature, hein, SAS. Donc, ça permet de donner des accès, sinon des droits, dans un temps bien limité. Voilà. Donc, ici, le conseil, c'est de bien choisir la date de début, l'heure de début et la date de fin, l'heure de fin. Parce que si les personnes à qui tu dois octroyer cette autorisation ne sont pas dans le même pays que toi, il faut considérer les différentes plages d'horaire, tout ça, pour ne pas que pendant que tu appliques ici, quand lui va recevoir la notification, il va vouloir aller, on lui dit non que le lien a expiré. Parce que le lien expire en fait. Voilà. Donc l'exemple, un autre exemple aussi que je vais donner, c'est WeTransfer. Voilà, c'est le même fonctionnement que WeTransfer. Donc, quand vous partez sur WeTransfer, soit on va vous dire de lancer avec votre compte Gmail,
vous voulez envoyer ou bien partager un fichier ou un dossier avec quelqu'un, vous chargez le fichier, vous mettez l'adresse email de la personne reçoit un lien. C'est la même chose, sauf que ici, dans le cas de Azure, tu vas générer le lien et tu vas copier le lien maintenant pour envoyer à la personne avec qui tu souhaites partager ces données ou bien ce stockage. Mais tu peux le faire aussi pour toi-même. Hein. C'est-à-dire qu'au sein d'une organisation, d'une DSI, on peut le faire pour ne pas que les gens, les administrateurs aient des droits indéfinis. Voilà. Donc, du coup, on peut dire, bon, chaque fois qu'un administrateur a besoin de mener une action, il peut passer par le SAS, il définit, par exemple, une plage, il se dit, bon, je vais travailler pendant de 8h à 17h. Donc ici, il met par exemple le même jour de 8h à 17h, il génère la clé qui lui permet d'accéder à ce stockage durant cette plage d'horaire. Une fois que cette plage est terminée, voilà, si demain il doit mener des actions, il va venir encore générer un autre. Donc, c'est possible de le faire comme ça aussi. Voilà. Dominique, continue. Oui, et il y a des, il y a des risques potentiels qu'il faut vraiment prendre en compte lorsque vous créez ces signatures d'accès partagé. Donc, un des premiers grands risques, c'est, c'est que l'accès que vous partagez soit divulgué à une autre personne. Surtout si vous faites, euh, vous sélectionnez au niveau de la méthode de signature le clé de compte. Et le clé de compte et que vous ne définissez pas, par exemple, les adresses IP autorisées, ça voudra dire que il est fort possible que n'importe qui puisse accéder. Et si aussi la signature d'accès partagé a été fournie à une application et que à une application cliente, hein, donc, et que le lien expire, l'application aura du mal à communiquer avec votre système. Donc ça peut donc la fonctionnalité aussi de l'application ne passera plus. Donc ça aussi, c'est très important de bien maîtriser ce cas-là. Voilà pourquoi euh, il est important, en tout cas, il est plus sûr de sélectionner hein, la clé de délégation d'utilisateur. Parce que là, l'authentification se fait, il y a une authentification qui se fait. L'authentification se fait via le compte Intra-ID. Donc, il va utiliser ses accès Intra-ID pour pouvoir avoir accès à la ressource. Donc, euh, même si le lien au niveau le lien de signature, la clé a été transmise à un autre utilisateur, il ne pourra jamais se connecter vu il n'a pas les accès. Voilà. En plus de ça, si vous spécifiez l'adresse IP, ça sera encore plus sécurisé. Donc, voilà. Et puis, autre chose aussi, essayez d'accorder le moins de privilèges possible à vos ressources, surtout au niveau des autorisations que vous allez spécifier. Donc, nous allons voir comment se présente le lien qui est, bon, sinon la clé qui est transmise à l'utilisateur. Donc, en rouge, vous pouvez voir à quoi ressemble hein, la signature d'accès partagé. Donc, elle a deux composants essentiels. Il y a ce qu'on a bon, au niveau de l'IRI. Donc, il pointe vers plusieurs, ou bon, un seul ou plusieurs ressources de stockage. Et il y a aussi dans ce lien un jeton qui indique comment le client en fait doit accéder ou bien peut accéder aux ressources. Donc, quand vous voyez myaccount.blog.core.windows.net,
Oui, point net. Oui, là, par contre, il définit en fait le compte de stockage. Maintenant, la deuxième partie, en fait, attends, je vais prendre le laser. Donc, ça, jusqu'à là, permet de définir le compte de stockage. Et cette deuxième partie vous permet de définir, en fait, le jeton. Donc, comment Bon, devant le ST, c'est mis égal et il y a une date. Donc, devant le ST est mis la date de début. Et après, vous voyez, il y a le E de concaténation. Donc, après, il y a le SE. Le SE, lui, il est mis pour la date d'expiration. Ensuite, encore, il y a une concaténation. Donc, il y a le SPR, lui qui définit le protocole signé par Microsoft. Vous voyez que c'est HTTPS. Il y a le SV. Le SV, lui, définit la version. Donc, vous voyez que c'est 2019, 10, ouais. Ça aussi, c'est la version. Il y a le SR. Le SR, c'est l'étendue de la ressource. Donc, en vrai, non pas l'étendue de la ressource, c'est le type de stockage auquel vous accédez. Voilà. Donc, vous voyez que c'est B. B, c'est mis pour blob. Donc, c'est une ressource blob à laquelle vous devez avoir accès. Après, il y a SIG. Donc, SIG, comme le nom, comme le diminutif l'indique, c'est la signature. Voilà. Donc, si vous voulez la signature de chiffrement. Donc, voici comment se présente l'UI de la clé d'accès partagé. Vous aurez aussi, bon, je pense que là aussi, il y aura un lab pour ça. Dominique, Oui, tu peux revenir sur la slide de derrière, là. Il y a une question. ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui demandait pour le SP et le SPR. Si tu peux reprendre. Non, attends, j'ai pas compris. Il demande le quoi? Ça La s'appelle quoi? signification du SP. Le SP Ok. et Ah, puis d'accord, ok. SPR. Voilà. D'accord. J'espère que vous voyez le laser, hein. Donc, SP, qui est ici, en fait, lui, c'est l'autorisation. C'est l'autorisation qu'il vous donne. Bon, c'est vrai. Oui, là, je ne me suis pas trop attardé. C'est l'autorisation. Vous voyez que devant SP, il y a R. R, bon, pour ceux qui, et c'est même ceux qui font un peu l'administration sur Windows comme sur Linux, R, c'est read, c'est read. Donc, on vous donne juste un accès en lecture seul. Et, oui. Et puis quoi, ST ou bien SPR? C'est SPR. SPR, SPR. OK. Maintenant, SPR, en fait, c'est le protocole signé. Donc, le protocole signé par Microsoft. Ici, vous voyez, en face de SPR, c'est mis égal. Et c'est mis HTTPS. Donc, c'est le protocole avec lequel bon, vous devez forcément accéder à Voilà. Donc, ça veut dire que c'est le protocole qui est imposé pour l'accès en utilisant cette clé-là. Ainsi, vous voyez le code. Donc, si tu t'en mets HTTP devant,
Ça ne va pas passer. Donc, il faut forcément que ce soit de HTTPS. C'est ce que ça veut dire. Allô, Claver? Oui, je suis là. Moi, je veux revenir un peu sur ça, en fait. Vas-y. Ok, c'est des additifs auxquels je vais donner. Vas-y. Je prends un exemple simple. Dans cette partie de sécurité au niveau des sacs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes dans un conteneur que vous créez, peut-être vous avez chargé une image Mhm. et que vous voulez donner un accès bien défini à un utilisateur parce que avec Azure, vous allez donner un lien. C'est un Mhm. lien que, quand vous êtes en train de créer, c'est un lien qu'il va générer. Mhm. Donc, en fait, je crée mon image, je charge mon image et je lui donne directement je lui donne peut-être les propriétés pour dire, bon, si j'envoie peut-être cette image à X, X doit avoir peut-être il doit avoir pour option peut-être la lecture simple, ou bien il doit avoir pour option peut-être la modification, ou bien il doit avoir il y a différentes options qu'il doit avoir peut-être. Effectivement, oui. Et quand tu finis, tu récupères le lien parce que c'est Azure qui te génère le lien. Quand Azure te génère le lien, tu donnes le lien peut-être à l'utilisateur X. Quand l'utilisateur va cliquer dessus directement, il va avoir accès peut-être au fichier. Si c'est une image, il va avoir accès à l'image. Donc, du coup, le lien que vous voyez là, c'est un lien réellement, c'est un lien qui permet peut-être de donner accès peut-être à un utilisateur X ou bien à un utilisateur Y. Donc, du coup, où il y a HTTPS, MyCon, tout, blog, ça, c'est le nom de l'image c'est le nom du stockage que vous créez. Maintenant, après, les SP et R, c'est les autorisations. Il y a la date, il y a peut-être la taille même du fichier. Et derrière, il y a la clé de l'image en question. Donc, si on veut bien dire, c'est un lien que Azure te donne. Donc, ce lien-là, c'est uniquement peut-être aux différents utilisateurs peut-être de ton organisation. Si ça sort de ton organisation, il ne peut pas avoir accès à ce lien-là. Donc, c'était juste mon additif, quoi. Donc, si Oui, vous avez pas compris. non, c'est bon, mais si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le stockage là. En fait, soit c'est des technologies qui existaient que Microsoft a transférées dans Azure. Par exemple, ici, c'est comme ce que Jean-Martial vient de dire. Avant, dans Windows Server, vous savez que Active Directory a 5 variantes. Et parmi les variantes, il y a une variante qu'on appelle Right Management Service. Donc, le Right Management Service permet de donner des autorisations sur un fichier qui est en mouvement, un fichier au repos, ou bien un fichier, par exemple, qui est en lecture. Donc, c'est le même fonctionnement. Donc, avec Azure, avec Active Directory RMS, on avait la possibilité de dire sur un fichier joint, qu'on joignait peut-être à un mail, que j'envoie à tout le monde va recevoir le mail avec le fichier joint, mais il y a des gens parmi vous qui pourront juste ouvrir le fichier pour lire le contenu, tandis que d'autres vont pouvoir, par exemple, télécharger le fichier, mais sans pouvoir le modifier. Il y en a aussi qui vont pouvoir, par exemple, transférer le même mail avec le fichier à d'autres personnes. De même, il y en a qui vont pouvoir imprimer, d'autres ne pourront pas imprimer. Il y en a qui vont pouvoir modifier le fichier, d'autres ne pourront pas. Donc, c'est ce type de droit-là qu'on retrouve encore dans Azure. Si je vous ai dit au départ que les mêmes fonctionnalités de l'Active Directory on-prem ont été implémentées dans l'Azure AD. Donc, c'est tout ça qu'on retrouve à travers ces différents éléments-là. Voilà. Donc, quand on donne le droit de lecture, le droit d'écriture ou bien le full control, tout ça, c'est le même type de droit qu'on a l'habitude de voir. Mais sauf que ici, quand tu as fini de paramétrer la configuration telle que Dominique vous a montré dans la précédente slide, Azure va récupérer toutes les informations de configuration que tu as indiquées là et il te génère le lien. Donc, à travers le lien, on retrouve tout ce que tu as indiqué comme paramètre là-bas. C'est tout.
Donc, il faut faire très attention, comme Dominique l'a dit, quand tu es en train de configurer le SAS. Sinon, à la fin, ça risque de ne pas donner le résultat que tu attends, si tu as mal configuré. OK, bon, on continue. Donc, le storage service encryption. Donc, comme je l'ai dit, c'est cette méthode qui sera utilisée pour pouvoir crypter vos données. Donc, les données de votre entreprise doivent être normalement protégées. Donc, vous pouvez chiffrer vos disques durs. Bon, dans le cas des marchés virtuels, c'est des disques durs VHD. Et, et pour le Storage Service Encryption, lui, en fait, c'est un système de chiffrement de Microsoft euh, qui est, qui est le AS 256 bits, il est utilisé par défaut au niveau de Microsoft et il permet de chiffrer toutes vos données. Donc, une fois que vous créez votre compte de stockage sur Azure, il est automatiquement chiffré. Quel que soit le compte de stockage, quel que soit le niveau d'accès, il est automatiquement chiffré dès que vous créez un compte de stockage. Donc, vous ne pouvez pas désactiver euh, ce chiffrement pour les comptes de stockage, même si vous le voulez. Vous pouvez par contre, choisir d'utiliser votre propre clé voilà, votre propre clé de chiffrement que vous pouvez utiliser au niveau d'Azure. Bon, vous pouvez aussi le stocker avec un outil qu'on appelle Azure Key Vault qu'on verra plus tard. Voilà, donc si vous apportez votre clé, c'est-à-dire vous-même votre clé de chiffrement venant d'un autre organisme, le plus intéressant c'est de le stocker, sinon de le protéger dans Azure Key Vault pour pouvoir faciliter son utilisation directement. Mais sinon, si vous utilisez celui de Microsoft, donc, au niveau du Storage Service Encryption, il va prendre en charge les stockages d'objets blocs d'Azure, les tables, les failles, les files d'attente, et puis aussi euh, les disques durs managés. Donc, les disques durs managés, ce sont les disques durs en fait, auxquels vous donnez le droit à Microsoft de, de pouvoir administrer, de pouvoir faire la maintenance, de pouvoir, enfin, si vous avez un souci sur ce disque, c'est à Microsoft de pouvoir le régler, le gérer. Donc, vu que la solution qui est utilisée est une solution de Microsoft, vous êtes obligé de pouvoir de l'utiliser sur des éléments que Microsoft arrive à gérer. Donc, si vous utilisez un disque non managé sur Azure, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité-là pour pouvoir chiffrer votre disque dur. Donc, il faut dire qu'au-delà du compte de stockage, si vous avez des disques managés au niveau des VM, ils seront automatiquement cryptés avec le Storage Service Encryption via le protocole de chiffrement AES-236 bits. Donc, comme je disais, il y a une solution de sécurisation aussi des données qu'on appelle Azure Key Vault. Donc, Azure Key Vault va vous permettre de stocker tous euh, vos mots de passe, vos secrets, vos clés de manière sécurisée. Donc, vu que ces informations sont très sensibles et qu'elles ne doivent pas être euh, sur votre machine dans un fichier ou bien même dans l'un de vos mails, vous pouvez utiliser Azure Key Vault pour pouvoir stocker notamment vos mots de passe, vos clés, vos données sensibles en même temps.
Donc, lorsque vous utilisez Azure Key Vault, personne ne peut voir vos secrets. Même Microsoft ne peut pas les voir. Voilà. Donc, il y a un type de chiffrement spécial qui est mis en place. Microsoft n'a pas accès. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, Azure Key Vault va utiliser, comme je l'ai dit, un puissant algorithme, hein, qui va vous permettre de sécuriser et de garantir, je veux dire, l'accès sécurisé à vos secrets, vos mots de passe, vos clés. Voilà. Donc, par ailleurs, quand vous allez utiliser Azure Key Vault, euh, il va vous permettre de surveiller en fait continuellement comment est utilisées vos données qui sont stockées dans ce Key Vault, dans vos mots de passe, vos secrets, vos clés. En fait, il y a des données de journalisation qui s'exécutent derrière. À chaque fois, vous pourrez voir, c'est un peu comme des logs, vous pourrez voir qui a accédé, comment ça a été utilisé vers quelles ressources, et puis vous pourrez à tout moment surveiller l'utilisation de vos ressources dans Azure Key Vault. Donc, ces éléments peuvent être vus en temps réel, ou bien vous pouvez utiliser un, un système de monitoring sur Azure aussi qui est appelé Azure Monitor pour pouvoir voir de manière plus détaillée avec un rapport la façon dont vos clés sont utilisées. Donc, au niveau des bonnes pratiques à utiliser au niveau du stockage, de la sécurité du stockage, pardon. Donc, c'est toujours utiliser le HTTPS, hein, pour créer des signatures d'accès partagées. Référencer les stratégies d'accès stockées si possible. Utiliser des heures d'expiration courtes à terme sur des signatures SAS ad hoc, comme on le disait, pour pouvoir vraiment limiter l'accès à vos ressources et en temps et en termes aussi d'autorisation. Utilisez le storage analysis pour monitorer votre application. Donc, vous pouvez utiliser le storage analysis pour monitorer les comptes de stockage. Faire attention, bon, encore à la date de début et de fin au niveau des signatures d'accès partagé, spécifier la ressource à laquelle vous devez accéder. Comprendre que toute utilisation de votre compte est facturée. Ah, c'est très important, surtout au niveau du niveau d'accès aux données. Voilà pourquoi il faut configurer aussi des règles euh, pour pouvoir aussi éviter de payer beaucoup plus lorsque une ressource n'est pas vraiment utilisée. Ouais, valider les données écrites en utilisant une signature SS. Voilà. Et, ne pas partir du principe que signature SS est toujours le bon choix. Voilà. Donc, voilà pourquoi à ce niveau, il est conseillé d'utiliser, bon, au niveau du SS, la délégation, hein, à un utilisateur. Au moins, là, on est sûr que cet utilisateur-là va utiliser un compte intra-ID pour pouvoir avoir accès aux données. Par rapport à une clé de compte où, je veux dire, si vous n'avez pas spécifié l'adresse IP qui doit se connecter, tout le monde pourra certainement avoir accès à vos ressources, bien la ressource partagée. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment utiliser les comptes de stockage et surtout Azure, et également le partage des fichiers, la synchronisation à ce niveau. Vous avez dit que c'est le deuxième type de compte de stockage qui sera le plus utilisé au niveau d'Azure.
Donc, Azify, hein, on peut l'utiliser dans le cas. Bon, Azify, déjà, c'est un compte de stockage de fichiers qui est beaucoup plus utilisé lorsqu'on veut faire du partage de fichiers et aussi stocker des fichiers dans le cloud pour qu'ils puissent être accessibles à plusieurs machines. Donc, on peut l'utiliser dans le cas des migrations, hein, des données dans le cloud, hein, en faisant ce qu'on appelle du lift and shift, c'est-à-dire de copier les données vers le cloud. Donc, il va permettre de stocker des fichiers qui pourront, comme j'ai dit, qui pourront être accessibles par plusieurs machines. Également aussi par des outils de développement à partir de plusieurs machines virtuelles. Donc, de toutes les manières, il faut que les puissent utiliser dans ce périmètre. Comparé aux l'objet Blob Azure, comme on a dit, vu que c'est un accès aléatoire aux données, et comme l'expert Clavel disait tout à l'heure, il est plus orienté streaming. Donc, là, pour le cas de Netflix, c'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour Prime Video et autres. Tout, tout ce qui est streaming, et donc le partage aussi de vidéos, de audio, musique. Donc, et vu qu'il donne un accès aléatoire aux données, il est accessible partout et par n'importe quelle application. Donc, d'autres cas d'utilisation de Azify, Azify aussi peut être utilisé sous forme de serveur de fichiers locaux, comme je le disais. Si on-prem, vous aviez un serveur de fichiers. Au niveau d'Azure, vous pouvez utiliser Azify, hein, pour, pour compléter, voilà, hein, les serveurs de fichiers locaux classiques qu'on a on-prem ou les NAS que nous avons. Donc, en utilisant Azify, on peut l'utiliser, comme on l'a dit, aussi pour la migration, pour faire du lift and shift, donc, vers une application ou même directement dans le cloud. Lorsque aussi on veut faire de la containerisation, voilà, vous pouvez aussi utiliser Azify. Puisque là-bas, il y a quand même pas mal de partage de fichiers. Et vu que il est plus adapté à contenir des volumes, de gros volumes en fait, des données qui sont persistantes, donc vous pouvez l'utiliser dans ce cas-là. Au niveau du partage des fichiers, donc pour faire du partage des fichiers, euh, je veux dire, bon, on va aller dans le cas de on-prem. On-prem, pour faire un partage des fichiers, vous devez créer un dossier partagé, aller dans les paramètres. Aller dans les Dominique, paramètres. excuse-moi, Oui. je veux essayer de donner aussi un petit résumé, partager aussi un petit résumé à pratiquement tout le monde concernant sur les types de stockage pour qu'on puisse peut-être avoir, voilà. Si tu peux revenir encore, C'est là. d'accord, c'est là, d'accord. C'est Donc, là. ok, d'accord. Donc, il faut dire que normalement, on a cinq types de stockage. D'abord, le premier type de stockage, c'est Azure Blob Storage. Donc, Azure Blob Storage, il est utilisé pour stocker les objets non structurés comme les fichiers, les images, les vidéos et plein d'autres. Donc, Azure Blob Storage, dans le même Azure Blob Storage, il est divisé en trois. Il y a déjà le bloc, qui est le bloc blob. Il y a l'ajout, qui est apprendre blob. Et puis, il y a le page blob, tout ça. Maintenant, pour le scénario, comment il est utilisé? Il permet de stocker les médias. C'est comme Clavel a dit tout à l'heure, là. On a comme des containerisations on a Amazon Prime Video, on a Netflix, on a encore
pas mal de constructeurs qui utilisent aujourd'hui des conteneurs pour pouvoir stocker le nombre de fichiers là-bas. Ils stockent plusieurs données, plusieurs vidéos. Et quand tu te lèves, tu te dis, bon, je vais regarder. Quand tu cliques sur une vidéo, la vidéo sort, tout ça là. Ils utilisent du Azure Blob Storage. La seconde, c'est Azure 5 Storage. Azure 5 Storage, c'est pour le partage des fichiers. Il utilise, comment on appelle ça, le SMB. Nous tous, on connaît le SMB. Et généralement, il est utilisé même quand il est même sur Windows, je crois bien, dans les paramètres Windows, on l'active même pour faire le partage de fichiers. Donc, le SMB. Donc, lui, c'est la migration des applications qui nécessitent, comment on appelle ça? C'est pour le partage, au fait. Le SMB, c'est pour le partage des données. Donc, quand on utilise le Azure 5 Storage, c'est pour le partage des fichiers. Maintenant, on a le Azure Table Storage. Azure Key Storage. C'est pour les files d'attente pour la communication entre les composants d'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a la gestion de charge de travail, c'est-à-dire quand la charge de travail augmente très rapidement, ou bien les traitements sont de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en train de travailler, vous voyez les fils il y a des fils de données, il y a pas mal. Je prends un exemple, ça c'est au niveau de DHL comme cela. DHL, les fils de données, c'est-à-dire que les différents commandes augmentent le plus rapidement. Azure Key Storage pour leur permettre de pouvoir gérer leurs données parce qu'ils vont prendre peut-être 1000 Tera aujourd'hui. Demain, leurs données augmentent. En moins de quelques secondes, net, ils ont déjà dépassé les 1000 Tera. Donc, du coup, eux, ils utilisent Azure Key Storage pour faire une mise à jour rapide et automatique, au fait. Et puis, le dernier, c'est Azure Disk Storage. Azure Disk Storage, c'est pour les disques managers. Donc, là, on a les stockages de données sur les disques, les systèmes d'exploitation, les bases de données. Donc, c'est un peu la différence entre les différents types de stockage que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Jean-Martial. Tu seras mon prochain assistant. Plaisir partagé. Ok. Donc, comment gérer les partages de fichiers au niveau d'Azure? Donc, on a dit que ici, le partage de fichiers est géré plutôt par le compte de stockage Azure File. Donc, il est plus adéquat de pouvoir l'utiliser avec ce compte de stockage qu'un autre compte. Donc, il va permettre euh, au niveau de faire une extension, hein, du serveur de fichiers local que nous avons on-prem vers Azure. Donc, comment créer? Il s'agit juste, au niveau d'Azure de créer le compte de stockage d'abord. Ensuite, lorsque nous sommes dans le compte de stockage, vous pouvez créer le partage à partir de ce compte. La seule chose très importante même ici à retenir, c'est que il est compatible, c'est-à-dire le partage de fichiers au niveau d'Azure est compatible Windows, Linux et macOS. Cependant, avec Linux, non, pardon, avec Windows, il faut vérifier que le port 445 est ouvert. Donc, au niveau de Linux, il faut monter un lecteur, pareil que pour macOS.
Et ici, le protocole qui est utilisé au niveau du partage, c'est le protocole de chiffrement SMB 3.0. Ensuite, nous avons les instantanés ou snapshots. Donc, ils vont permettre ici de faire des captures à un instant précis des données. Donc, ils sont utilisés euh, généralement pour une action particulière, bien ponctuelle. Par exemple, si vous travaillez sur un fichier et que un fichier test et que, par exemple, il s'est fermé de manière inattendue, les modifications n'ont pas été prises en compte ou tout est perdu et que vous voulez revenir, vous voulez, pardon, le retrouver ou bien revenir à la version que vous avez modifiée. Dans ce cas, en fait, vous devez effectuer euh, des instantanés. Voilà pourquoi généralement, il est utilisé aussi lorsque on veut faire une configuration. On veut effectuer une configuration et que on n'est pas tellement rassuré, bien sûr, du résultat, ou bien même si même on est sûr, pour être, pour avoir une bonne résilience, on effectue un instantané de ce fichier. Voilà, donc il va copier tout, je vais dire tout le fichier, même souvent même le lecteur, pour le sauvegarder. Donc que vous pourrez à tout moment utiliser pour le restaurer et puis l'utiliser en cas de souci. Mais il est important aussi de ne pas conserver longtemps ces snapshots parce ils prennent aussi de l'espace. Voilà, donc vous allez dépenser encore plus, prendre de l'espace. Donc, une fois que vous finissez de mener votre action, vous pouvez supprimer ces snapshots. En tout cas, si vous savez que vous n'allez plus avoir besoin, vous n'allez plus les utiliser. Voilà. Donc, ou aussi, vous pouvez définir un workflow de suppression qui va supprimer automatiquement vos données, pardon, pas vos données, vos instantanés que vous faites. Donc, le nombre maximal d'instantanés de partage autorisé au niveau d'Azure File s'élève à 200. Donc, vous avez jusqu'à 200. Vous pouvez créer jusqu'à 200. Donc, au-delà de là, ils seront supprimés. Sinon, vous devez supprimer les plus anciens pour créer d'autres. Et jusqu'à le conserver jusqu'à 100 ans. Pardon, jusqu'à 10 ans. Bon, vous allez avoir aussi un lave aussi à ce niveau. Et là, comment configurer le stockage avec ces outils? Nous avons trois outils avec lesquels nous pourrons configurer le stockage, qui sont des outils assez simples. Nous avons en premier lieu l'explorateur de stockage Azure. Ça, c'est une solution gratuite hein, que, que vous pouvez télécharger, installer sur votre PC et vous connecter à votre tenant hein, Azure, à travers lequel vous pourrez, normalement, si vous êtes connecté à partir de ce tenant via cette application, vous pourrez voir tout votre stockage. Et donc, vous pourrez aussi mener des actions à ce niveau, créer des stockages, supprimer des éléments, des conteneurs, à rajouter des, des éléments dans vos conteneurs également. Et le service import-export, lui, il est beaucoup plus utilisé comme son nom l'indique, dans les transferts de fichiers, surtout les fichiers très volumineux dans Azure. Donc, lorsque vous le faites,
En fait, il va faire une copie d'abord de vos données vers, c'est-à-dire Azure va savoir que vous voulez importer des fichiers très volumineux parce que vous allez créer cette tâche d'import et exportation de données. Il va sauvegarder ces données-là vers euh, un disque sur Azure et, et vous pouvez maintenant envoyer en fait vos fichiers, sur vos données là, maintenant dans votre compte de stockage. Donc, c'est comme si ça déclenche en fait une synchronisation pour éviter que les données que volumineux que vous voulez envoyer dans Azure, plus vous vraiment vous bouffez votre bande passante. Donc, lorsque vous faites l'import d'abord, c'est comme si Azure sauvegarde ça sur un disque chez eux là-bas. Et la tâche, puisque vous avez créé une tâche d'importation, après, ils vont faire une synchronisation vers, vers en fait la destination au niveau de l'Azure. Voilà pourquoi, si vous voyez au bas de la capture, on met la région Azure de destination. Après, nous avons AZ Copy. Bon, ça, c'est une commande qui permet d'effectuer des copies depuis votre PC, hein, vers Azure. Bon, généralement, ce ne sont pas des fichiers très volumineux comme le service import-export le traite. Donc, vous aurez des labs, en tout cas beaucoup de labs ici au niveau de la gestion de stockage sur Azure. Donc, vous allez créer, configurer des comptes de stockage Azure, créer, configurer un stockage blob, également aussi un stockage de fichiers Azure sécurisé. Le diagramme d'architecture qui explique ces ces trois tâches. Donc, vous allez créer d'abord en première tâche le compte de stockage. Et à partir de ce compte de stockage, vous allez créer maintenant un conteneur d'objet blob. Ensuite, vous allez faire effectuer aussi un partage de fichiers sécurisés. Voilà, c'est pour faire le module 7, qui est assez long. Le module 7 sur l'administration du stockage sur Azure. Ok, donc là, il est 11h11 exactement. On va prendre une petite pause, hein, pour ceux qui peuvent boire de l'eau.